Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Étienne Landou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, Joseph Kabila s'est exprimé devant les congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement réunies. C'était hier, samedi 15 décembre, à Kinshasa, et il a parlé de la situation qu'il y a actuellement à l'est du pays, au nord Kivu, et devant les députés et, et les sénateurs. Il a consacré l'essentiel de son adresse à la situation sécuritaire au nord Kivu, indiquant que dès lors qu'une partie du territoire se trouve en péril, c'est toute la RDC qui est concernée. Tout d'abord, comment avez-vous trouvé sa prestation? Monsieur Étienne Landou, je commence par vous rappeler que le Parlement et le Sénat dont vous parlez sont bénéficiaires, oui, d'un hold-up électoral du mois de novembre 2011. Et le monsieur qui fait fonction de chef d'État est issu d'un coup d'État euh, euh, après ces élections-là. Donc, si nous ne situons pas la tenue de son discours dans ce contexte-là, nous risquons de ne pas bien comprendre l'orientation qu'il voudrait donner à la vie politique, sociale et économique du pays. Cela étant dit, Monsieur Étienne Gandou, Monsieur Joseph Kabila n'en est pas à son premier discours. Ces discours se ressemblent et il n'accepte presque pas d'être évalué. Regardez, Monsieur Étienne Gandou. Déjà en 2004, Monsieur Joseph Kabila prend la parole publiquement et il dit ceci au sujet du Rwanda. Depuis quelques jours, les forces armées du Rwanda ont violé notre territoire en traversant la frontière commune par plusieurs entrées dans la province du Nord Kivu. Pour justifier, écoutez-moi bien, Monsieur Étienne Landou, pour justifier leur aventure criminelle, les responsables rwandais avancent le prétexte de la chasse aux groupes armés rwandais sur le territoire congolais. Il poursuit: chers compatriotes, je voudrais vous rappeler que ce problème des groupes armés qui n'a pas été créé par les Congolais est un prétexte dont le Rwanda se sert pour pouvoir revenir sur notre territoire et poursuivre son aventure criminelle. En 2004, il tenait ce discours-là. En 2009, il n'a pas hésité de nouer des accords secrets avec Paul Kagame pour que l'armée rwandaise revienne sur notre territoire. Lui qui était déjà convaincu en 2004 que chercher à faire la chasse aux groupes armés sur notre territoire, aux groupes armés rwandais sur notre territoire, était un faux prétexte, il va quand même signer des accords secrets avec le Rwanda pour que Paul Kagame revienne officiellement, parce que les Rwandais sont sur notre territoire depuis la guerre de l'AFD. D'ailleurs, lui-même est membre du Front patriotique rwandais. Donc, vous voyez, moi je ne donne aucun crédit, aucune crédibilité à ces discours qui se ressemblent, mais qui ne vont pas jusqu'à toucher la question essentielle qui se pose pour le moment dans notre pays, la question de la légitimité politique. Monsieur Kabila n'a pas de légitimité politique pour parler en ce moment-ci de notre pays et demander qu'on réalise une cohésion derrière lui. Et quand vous écoutez ce discours-là, il y a des expressions qui étonnent. Il dit qu'on doit pouvoir réaliser une cohésion sans conditionnalité.
Vous voyez? Donc c'est là le piège. Hein? Peut-être que tout au long de l'échange, je vous montrerai comment il essaye de nous tendre des pièges, les pièges dans lesquels ceux qui l'ont acclamé samedi sont déjà tombés. Mais tout de même, cette fois-ci, dans son discours, il est allé quand même loin en désignant les Rwandais comme agresseurs. Il a notamment affirmé ceci: tout a été dit sur l'agression de notre pays par les Rwandais. Des preuves suffisamment documentées sont fournies aussi bien par nos services spécialisés que par des rapports des Nations Unies, a-t-il indiqué. Est-ce une avancée de sa part? Monsieur Etienne Ngandou, en 2004, il disait la même chose. Il disait depuis quelques jours, les forces armées rwandaises ont violé notre territoire en traversant les frontières communes par plusieurs entrées. Et il parlait déjà à ce moment-là de l'agression que le Congo subissait de la part du Rwanda. Monsieur Etienne Ngandou, je vous rappelle la petite phrase de Daniel Mitterrand que j'aime bien. Daniel Mitterrand dit ceci: un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. Déjà, le 23 juin 1999, une plainte en bonne et due forme avait été déposée à la Cour internationale de justice de la Haye contre le Rwanda. Pourquoi? Parce que en 98, le Rwanda avait agressé le Congo. Mais qui a retiré cette plainte de la Cour internationale de justice? C'est Kabila et son clan, l'actuel usurpateur du pouvoir. Donc on ne peut pas faire comme si notre histoire était riche en des discours, mais aussi riche en manque de sincérité de la part de celui qui aujourd'hui croit nous convaincre en tenant un discours qui n'est pas très différent de ce qu'il a déjà tenu précédemment. Et toujours dans son discours à propos de la MONUSCO, il a affirmé que les résultats de la MONUSCO demeurent mitigés. Et il a révélé que la RDC a exigé un réaménagement du mandat de la MONUSCO pour la mettre en phase avec les réalités du terrain. Il a affirmé notamment ceci: nous attendons des discussions actuellement en cours au Conseil de sécurité, qu'elles aboutissent à son renforcement. Est-ce que cela vous paraît crédible maintenant qu'il demande le renforcement du mandat de la MONUSCO? Monsieur Ngandou, il n'y a aucune crédibilité dans ça. C'est ainsi que ceux qui applaudissaient Monsieur Joseph Kabila hier doivent être des compatriotes très inconscients. Regardez, Monsieur Etienne Ngandou, notre pays est sous occupation des membres du Conseil de sécurité. Monsieur Etienne Ngandou, je pense que vous avez suivi, comme moi, les prises de position de Suzanne Rice vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de la guerre d'agression qui sévit dans notre pays. Monsieur Etienne Ngandou, je crois que vous avez suivi, comme moi, que Suzanne Rice a eu comme client Monsieur Paul Kagame. Oubliez que notre pays est sous une double occupation. L'occupation du Rwanda avec tous les infiltrés qui sont dans nos différents services au pays. L'occupation du Conseil de sécurité à travers la MONUSCO, c'est tomber dans le piège où M. Joseph Kabila voudrait nous entraîner. Donc, ce que M. Joseph Kabila recherche, c'est entre autres une tutelle permanente du Conseil de sécurité chez nous. En dehors de cette tutelle permanente du Conseil de sécurité, il cherche à pousser les membres, certains membres du Conseil de sécurité qui sont vendeurs d'armes, à trouver davantage un marché chez nous, parce que dans son discours, il parle d'une armée forte. Mais d'une armée forte pour faire quoi? Il a demandé qu'on puisse demander à nos jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée, parce que nous saurons faire face à cette agression qu'en ayant une armée républicaine forte. Monsieur Etienne Ngandou, si la guerre qui nous est livrée est une guerre de basse intensité que nous livrent les élites dominantes anglo-saxonnes, nous aurons beau avoir
une grande armée républicaine, nous n'en viendrons pas à bout de ces élites anglo-saxonnes dominantes qui agissent en sous-main. Donc, M. Kabila tend à notre nation des pièges dans lesquels certains d'entre nous sont déjà tombés en applaudissant son discours. C'est un discours très malin. Ce monsieur voudrait encore une fois envoyer nos jeunes, nos compatriotes au fond, comme cher à Kano, parce que il a à plusieurs reprises trahi cette armée-là ou ce qu'il en reste. J'aurais souhaité, par exemple, que si nos fameux députés et sénateurs avaient été sérieux, qu'ils reviennent, par exemple, sur la requête du professeur Mokonda au Sénat. Mais ils se sont contentés d'applaudir. J'attends voir jusqu'où ils peuvent encore redemander à ce monsieur-là de venir devant eux pour exiger les lumières sur ce qui s'est passé à l'est de notre pays. Donc si on continue sur cette lancée-là, on va se laisser rouler dans la farine, monsieur Etienne Gandou. Mais, monsieur Mbelou, cela va faire près de 12 ans que lui, Kabila, est au pouvoir. Et quand il affirme ceci, certes, nous poursuivons nos efforts diplomatiques, mais comment ne pas constater que seule une armée républicaine forte nous permettra de sauvegarder notre intégrité et notre souveraineté? Est-ce de la responsabilité de qui que le Congo ait une armée forte et républicaine? Et plus loin, il dit, désormais, au-delà de toutes nos actions pour le développement, notre priorité sera la défense de la patrie avec une armée dissuasive, apolitique et professionnelle qui rassure notre peuple. Mais comment tenir un tel discours après près de 12 ans au pouvoir qui n'apporte rien de concret? Mais monsieur Etienne Gandou, poser cette question-là, c'est y répondre. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui s'amuse. Il s'amuse avec les Congolais parce que il est convaincu que les Congolais, dans une bonne proportion, surtout ceux qui veulent, qui ont leur ventre comme Dieu et qui cherchent à avoir des sous en allant au Parlement et au Sénat, il sait que ce sont des amnésiques, ou ils font semblant d'être amnésiques en oubliant que c'est ce monsieur qui a affaibli notre armée en la livrant au phénomène de brassage et de mixage et en facilitant l'infiltration de cette armée-là par ses amis du FPR et d'autres amis rwandais. C'est ça le problème. Le même qui affaiblit l'armée, le même qui trahit l'armée quand il est au fond, c'est le même qui voudrait nous berner en nous disant non, cette fois-ci c'est la bonne, on va constituer une armée forte et républicaine et dissuasive. Donc il se moque de nous. Il se moque de nous parce qu'il sait que certains de ses applaudisseurs n'ont aucun sens de l'histoire. Il se moque de nous éperdument. Mais je ne dirais même pas qu'il se moque de nous, il se moque de lui-même. Parce qu'il croit que, en dehors de ceux qui, en plus de ceux qui ont applaudi son discours samedi, tout le monde va continuer à l'applaudir. Non. Il est sur sa dernière ligne droite et moi je ne le vois pas en train de gérer ce pays-là dans 2-3 ans, non. Mais comment expliquer l'attitude de ceux qui applaudissent, qui ne cherchent pas à aller au fond des choses, mais qui se contentent uniquement d'applaudir, c'est-à-dire notre classe politique qui est actuellement à Kinshasa? Mais monsieur Etienne Gandou, ne réduisez pas la classe politique congolaise à ces applaudisseurs de Kinshasa. Non. Il y a une autre classe politique qui est en train de naître et de s'imposer au Congo même et à travers le monde. C'est peut-être sur cette classe politique-là que le Congo de demain pourra être bâti. Pas sur les applaudisseurs de Kinshasa qui auraient touché, c'est une information qui reste à vérifier, 2500 dollars avant d'aller applaudir le discours de M. Joseph Kabila. Je vous disais que ces messieurs-là ont pour Dieu leur ventre et ils sont prêts à sacrifier le pays et à le laisser tomber dans les pièges de M. Joseph Kabila pour avoir à manger et à boire.
Un mot sur la société, un mot sur l'opposition parlementaire qui a été reçue par Kabila cette semaine. Et un des participants à cette rencontre a indiqué ceci à la presse. Nous avons demandé que nous nous mettions autour d'une table pour faire un diagnostic clair de la situation afin de faire des propositions nettes susceptibles de nous faire sortir de la crise. Est-ce des appels du pied pour la formation d'un énième gouvernement d'union nationale de la part de cette opposition? Non, cette opposition, M. Etienne Ngandou, est en train de donner de la légitimité à M. Joseph Kabila alors qu'il n'en a pas. Vous voyez, c'est là aussi le grand piège. Hein? Entretenir une guerre d'agression pour pouvoir bénéficier de la légitimité de la cohésion au pays. C'est ça le problème, c'est ça le grand piège. Il donne l'impression de tenir un discours cohérent, mais relisez calmement ce discours-là, vous verrez que c'est un discours qui est à la recherche de la légitimité qu'il n'a pas pu avoir aux élections de novembre 2011, une cohésion qu'il n'a plus parce que les masses éveillées de notre peuple ont compris que ce monsieur-là trahit et ne fera que trahir notre pays. Donc il cherche la légitimité et la cohésion nationale autour de lui. Une chose qu'il n'obtiendra pas facilement en dehors du Parlement et du Sénat. Mais appeler actuellement à un dialogue national, à quoi cela pourrait-il aboutir, si ce n'est qu'à une redistribution des rôles ou attribution des portefeuilles? Non, un dialogue national ne devrait pas être une question politicienne. Hein? Il y a plusieurs années que notre pays traverse des conditions très très difficiles. Il y a plusieurs années que notre pays vit dans cette guerre d'agression. Il aurait été important que nous apprenions à nous rencontrer régulièrement pour échanger sur cette guerre et entrevoir ensemble des voix d'issue. Mais si on lit cela tout simplement à la redistribution des charges, des tâches ou des postes politiques, c'est qu'on n'a rien compris à ce qui est en train de nous arriver. Et pendant ces temps sur terrain, il y a des bruits des bottes. Hein. On annonce l'armée rwandaise sur les territoires congolais. Elle serait entrée en RDC le mercredi 12 septembre via les deux postes frontaliers de Kassizi et Kanyanga au nord de Goma, dans les territoires de Niragongo. Et bon, c'est ici les lieux de se poser la question de l'utilité des négociations de Kampala, qui semblent totalement dans l'impasse. Hein. Est-ce que cela n'était-il pas prévisible? Mais M. Tengandou, si vous repassez en revue nos différentes émissions, vous vous rendrez compte que nous avions dit que ces négociations-là étaient inutiles. Il y a une bonne analyse que Antoine Chitungu Kongolo a fait dans la Libre Belgique d'hier, dans la rubrique débat. Il montre qu'aller négocier avec le M23, c'est trahir la constitution même qui gère ce pays-là aujourd'hui. Mais c'était aussi un piège que M. Kabila nous a tendu. Il a voulu disculper le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs en mettant tout sur le dos du M23. Maintenant, il n'a pas pu. Hein. Quand hier, il parle ouvertement pour la énième fois du Rwanda, il se rend compte que son piège de Kampala n'a pas tenu. Et M. Etienne Ngandou, n'oublions pas que chaque fois que nous parlons de Kampala et de Kigali, nous parlons de Museveni et de Kagame, soutenus par les élites anglo-saxonnes dominantes, dont l'une d'elles a été sérieusement citée cette semaine-ci, Susan Rice, mais Susan Rice qui a travaillé avec Bill Clinton. Donc si nous perdons ces histoires-là de vue, nous risquons de mener des débats inutiles. Tout ce débat que nous menons sur les Kabila, les Museveni et les Kagame
ont un côté un peu ridicule, parce que ce ne sont pas les véritables acteurs. Les véritables acteurs agissent dans l'ombre. Les acteurs pléniers de cette guerre d'agression sont à Washington, ils sont à Londres. C'est avec ces gens-là qu'il serait peut-être souhaitable de discuter, et non simplement avec leurs sous-fifres que sont Kagame, Museveni et les Kabila. Oui, on va en reparler tout à l'heure là. Mais d'abord, un mot sur la société civile congolaise, hein, de l'Est, qui a tenu un colloque à Entebbe et qui recommande également ce dialogue interne en RDC. Et pensez-vous réellement que c'est une bonne... Et qui devrait initier ce dialogue selon vous? Qui devrait en prendre l'initiative? Monsieur Tenland, comme je venais de vous le dire, dialoguer entre nous, ce n'est pas mauvais. Mais le dialogue dans le cas précis risque d'être aussi un piège. On risque de faire croire au monde entier que ce qui se passe chez nous, la guerre d'agression qui nous est imposée, est une guerre congolo-congolaise. C'est ça le piège. Or, nous sommes agressés de l'extérieur. Dialoguer entre nous ne peut avoir de sens que si nous arrivons à mettre la main sur les véritables enjeux de cette guerre. Et rappelez-vous que lors de notre dernière émission, j'ai fait allusion au débat qu'il y a eu à l'université de Kinshasa au mois de mai, le débat qui avait été organisé autour des professeurs Bioya et Mwaka et nos amis Emmanuel Kabongo et Moulumba Kabouaï. Voilà déjà un début de débat sérieux auquel tous nos compatriotes devraient en principe assister. Si nous avions un gouvernement responsable et légitime, il aiderait ce groupe-là à faire le tour du pays pour expliquer, comme ils l'ont fait, en des termes très clairs, ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Mais se contenter d'écouter les discours de M. Kabila à Kinshasa, ça ne signifie absolument rien, parce que dans ce discours-là, M. Kabila n'en vient même pas à citer les véritables agresseurs de notre pays. Le Rwanda n'est pas le véritable agresseur de notre pays. Le Rwanda agit sous l'instigation des véritables commanditaires que sont les élites anglo-saxonnes dominantes. Très bien, on y arrive. Hein. Donc, un mot sur le rôle que les États-Unis jouent dans cette agression de notre pays. Très souvent, vous parlez des acteurs pléniers qui sont les vrais planificateurs, qui utilisent les Rwanda et l'Ouganda comme leurs bras armés. Et cette semaine, hein, il est paru plusieurs articles, même dans la presse de Kinshasa, mettant en cause les USA et surtout Susan Rice, ambassadeur des USA aux Nations Unies. Est-ce un début de prise de conscience des Congolais des vrais enjeux de cette situation selon vous? Je dirais un début. Je dirais vraiment un début de prise de conscience parce que nous sommes restés trop longtemps en train de focaliser notre attention simplement sur le Rwanda, et sur Paul Kagame et Museveni et les autres traîtres qui sont dans les institutions chez nous, en oubliant qu'il y a les véritables commanditaires, les véritables acteurs pléniers qui sont derrière et qui, au même moment qu'ils cherchent à faire main basse sur nos matières premières stratégiques, ils cherchent à étendre leur empire sur le Congo. Et il faut à tout moment revenir à ces acteurs pléniers-là pour voir dans quelle mesure leur guerre d'agression peut être contournée ou comment nous pouvons y mettre fin. Mais rester focalisé sur Kagame, sur Museveni, sur les Kabila, c'est perdre de vue ces acteurs majeurs et ces acteurs pléniers qui, depuis les années 60, n'ont jamais accepté que le Congo jouisse de sa souveraineté politique, économique et culturelle. Voilà que, de plus en plus, les Congolais en parlent. Mais mon souci, ou je dirais mon souhait, est qu'ils n'oublient pas trop vite, pour en revenir encore une fois aux sous-fifres, aux sous-traitants. Il faut que notre attention puisse être portée sur ces acteurs pléniers-là, afin que nous voyions comment, ensemble, nous pouvons leur faire face. Très bien, mais le problème aussi, c'est que dans les contextes de Kinshasa,
il est très difficile hein, aux politiciens congolais je parle de la politiciens congolais je veux dire, de lancer des attaques frontales contre les États-Unis. On connaît le pouvoir qu'ont les diplomates occidentaux à Kinshasa. Donc, beaucoup de gens, ça reste assez timide, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que personnellement, ça reste assez timide. Hein. Oui, ça reste timide, mais il faut approfondir. Il faut approfondir les stratégies pouvant nous conduire un jour à mettre fin à cette guerre d'agression. Hein? Il faut approfondir les stratégies. C'est un petit pas timide que les compatriotes sont en train de faire. Ah, il faut recréer ou créer des lieux d'apprentissage en commun avec nos masses populaires, des lieux d'études approfondies comme ce lieu que j'ai cité, l'université de Kinshasa, pour voir comment ensemble mettre sur pied des bonnes méthodes, des bonnes stratégies afin de rompre avec cette guerre de basse intensité. Pour revenir à Susan Rice, toujours, hein, la question qu'on se pose, pourquoi Susan Rice, qui, je signale au passage, hein, elle s'est retirée de la course au poste de secrétaire d'État américain pour remplacer Hillary Clinton, pourquoi Susan Rice s'est-elle employée à ce que dans les résolutions du Conseil de sécurité, aucun lien dans ces résolutions ne soit fait entre le Rwanda et l'M23? Mais quand vous étudiez, quand vous lisez tous les articles que nous avons eus dernièrement sur le rôle que joue Susan Rice aux côtés de M. Kagame, vous allez voir que M. Kagame a été le client d'un think tank au sein duquel Susan Rice travaille. C'est ça. Ils ont conclu des marchés et des marchés qui leur permettent de se soutenir mutuellement. Et puis, n'oubliez pas, M. Etienne Gandou, le petit film, le petit documentaire auquel j'ai fait de temps en temps allusion, le conflit au Congo, la vérité dévoilée. Quand vous suivez ce petit film-là, vous comprenez que le Rwanda de Paul Kagame fait aujourd'hui au Congo et dans cette partie orientale de l'Afrique, c'est que les États-Unis ne peuvent plus faire par eux-mêmes. C'est ainsi que pour les États-Unis, le Rwanda est un pays ami et ils disent au Kagame que c'est le genre de garçon qu'ils aiment parce qu'il s'est tué sans état d'âme. Oui, toujours sur, toujours sur le même sujet, il n'y a pas que Madame Rice. Parce que cette semaine, il y a un papier hein, qui a été cité par les potentiels. Il a été écrit par un pseudo-spécialiste américain de l'Afrique qui s'appelle John Peter Pan. Et il a publié sur son blog un texte intitulé To Save Congo, Let It Fall Apart. Donc ce qu'on pourrait traduire, pour sauver les Congos, il faudrait les démanteler. Quel genre de réaction nous, Congolais, devrions avoir face à ces genres d'écrits, bon, disons-les totalement fantaisistes? Nous ne devons pas nous contenter des réactions. Nous devons pouvoir passer des réactions aux actions pouvant contrer ce plan-là. Monsieur Etienne Gandou, je viens de publier 2 articles sur Lumumba face aux questions de balkanisation de l'autre. Je cite dans le 2e article un texte produit par une cellule d'études américaine déjà en 1948. Le grand domaine qui pourrait être défini comme toutes les terres pouvant servir les États-Unis, pouvant fournir aux États-Unis les matières premières dont ils ont besoin pour leur développement. Et ce projet date de 1948. Et quand vous lisez mon 2e article, vous verrez que ce projet-là a été déposé au Pentagone plus ou moins à une même période qu'on venait de mettre sur le
la scène publique la charte des droits de l'homme. C'est-à-dire, pendant que nous passons notre temps en train de répéter ce que raconte la charte des droits de l'homme, eux, sans état d'âme, cherchent à étendre leur grand domaine à tous les pays disposant de matières premières stratégiques comme le nôtre. Et ils le font en considérant les droits de l'homme et la démocratie comme étant des idées illusoires. Hein, c'est ainsi que, pendant que chez nous on dit notre jeune démocratie est en train de se consolider, eux disent, oui, avec le Rwanda, nous pouvons sérieusement piller ce pays-là pendant que ses habitants, eux, se contentent de parler des droits de l'homme et de la démocratie. Donc, il faut avoir ces idées-là en tête. Eux, sans état d'âme, veulent étendre leur grand domaine et le Congo est dans leur viseur depuis très très longtemps. Je suis en train de lire Les fantômes du roi Léopold, mais vous vous rendez compte que déjà au XVIIIe siècle, ils étaient très intéressés par le Congo. Le projet de diviser le Congo en des petits États faibles, corveillables à merci, date déjà du XVIIIe siècle. Hein. Donc ce n'est pas un projet d'hier. Non, ils veulent à tout prix, même s'ils l'ont déjà réalisé un peu pratiquement, nous habitons un espace que nous n'avons pas très conquis depuis le coup d'État de 1961, après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Justement, pour finir, hein, un mot sur l'affaire de l'assassinat de Patrice Lumumba, pour laquelle un juge d'instruction belge va enquêter. Et je signale que 8 Belges encore vivants sont accusés par les parties civiles dans cette affaire. Pensez-vous réellement que ce nouvel épisode pourra apporter une nouvelle lumière par rapport à ce qu'on sait déjà? Je suis un peu perplexe sur cette question-là, mais il y a un travail de mémoire qui se fait. Ça, c'est déjà beaucoup. Hein, comme je vous le disais, un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. Le procès de Lumumba nous aide à comprendre que les nôtres qui luttent et qui ont compris les enjeux de la guerre d'agression qui se mène chez nous, les nôtres là peuvent être assassinés et tués à tout moment. C'est ça c'est que ce procès nous apprend. Mais que la vérité finit toujours par triompher. Dans ce procès de Lumumba, ce que nous apprenons, c'est que la vérité, il n'y a que la vérité qui peut rendre libre. Nous apprenons que les assassins peuvent assassiner, mais un jour, la vérité peut les rattraper, comme la justice peut les rattraper. Mais cette enquête qui devra être menée devrait aussi nous pousser à comprendre que ceux qui en veulent à notre pays ne pourront jamais lui permettre facilement d'avoir ses dignes fils et filles le diriger. Ils feront tout pour mettre des sous-fifres qui savent exploiter comme bon leur semble, en évitant de mettre les véritables hommes d'État, en évitant d'accepter que les véritables hommes d'État puissent diriger ce pays-là. C'est ce qui nous est arrivé avec M. Etienne Tshisekedi à l'issue des élections truquées, frauduleuses de novembre 2011. Et vous vous souvenez de ce que M. Arnaud Zachman a écrit dans son article intitulé « Il est minuit moins une à Kinshasa ». Il dit dans cet article que ce qui s'est passé à Kinshasa à l'issue de ces élections-là rappelle ce qui s'est passé en 1961. Lumumba a été assassiné parce qu'imprévisible. Les ambassadeurs occidentaux n'ont pas voulu que Etienne Tshisekedi devienne président du Congo parce que jugé lui aussi imprévisible. Voilà. Que ce procès nous sorte de notre amnésie, que nous puissions lutter en restant éveillés et vigilants. Mais, M. Mbelou, puisque l'Occident semble fermer les yeux et complice de tout ce qui se passe de mal dans notre pays, qui donc pourra rendre justice au peuple congolais?
le peuple congolais lui-même. C'est ça la grande question, M. Etienne Ngandou. C'est le peuple congolais lui-même. Peut-être avec l'un ou l'autre ami, peut-être avec l'un ou l'autre réseau à travers le monde et à travers les pays qui ont déjà compris les enjeux de cette guerre de basse intensité. Et quand je parle de ces pays-là, je vois d'abord les pays de l'Amérique latine. Peut-être avec les amis de ce côté-là, c'est peut-être avec ces amis-là que demain, le peuple congolais pourra se rendre justice. On n'a pas beaucoup à attendre de ces pays occidentaux qui sont à la fois pyromanes et qui se présentent aussi comme pompiers. Très bien, merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, M. Etienne Ngandou. À la semaine prochaine.